Donc peut-être très rapidement, moi je vais vous dire un mot du MOVES. David Cana introduira les enjeux de gouvernance. On aura ensuite un partage d'expériences, de pratiques d'entreprise avec Siad Farah de l'ENERCOP Pays de la Loire et puis Anne-Sophie Thomas, présidente de Gestia Solidaire. Et puis on terminera avec France Gaude qui nous dira un mot de son expérience pour représenter la nature au sein du conseil d'administration de Norcis. Je te laisse peut-être juste du coup défiler la slide. Salut France. Alors, vous dire du coup, le MOVES, c'est un mouvement d'entreprise de solidaire qui a été créé récemment en 2023. On va bientôt fêter nos 3 ans l'an prochain. C'est un mouvement qui est co-présidé par Anne-Sophie qui va intervenir tout à l'heure. Et au MOVES, peut-être simplement vous dire que nous, on défend une vision d'entreprise solidaire, exigeante, qui repose sur 3 piliers, question de l'activité, d'utilité sociale et écologique. Voilà, on est un mouvement d'entreprise qui essaie de répondre à des problématiques qui sont engagées dans la transition juste. On défend ensuite l'équitable de la valeur à travers un modèle de lucrativité limitée et un encadrement des écarts de salaire. Et puis, on partage aussi l'idée du partage du pouvoir en entreprise. Et le MOVES, on réunit une grande diversité de structures. On a des coopératives, des associations, des sociétés commerciales d'économie sociale et solidaire. Et on promeut en particulier, peut-être David, si tu peux juste mettre la slide suivante, on défend en particulier l'agrément ESUS. Voilà, je vous en dis juste un mot parce qu'en fait, l'agrément ESUS, c'est un agrément qui est délivré par l'État et qui permet de reconnaître les entreprises les plus engagées et qui répondent à ces 3 conditions que j'ai énoncées. Et du coup, voilà, ça fait, voilà, on vous enverra, ça vous intéresse, toutes les propositions qu'on porte. Et notamment, il y a un critère, voilà, et c'est peut-être la dernière slide David, voilà, qui est lié au partage du pouvoir. Aujourd'hui, pour obtenir l'agrément ESUS, il faut organiser une gouvernance démocratique qui ne repose pas uniquement sur l'apport en capital. C'est une définition qui n'est pas trop précise, qui va laisser beaucoup d'amplitude aux entreprises pour organiser. Ce sera l'objet du témoignage tout à l'heure. Et nous, au MOVES, simplement vous dire que on défend cette idée de représenter dans l'instance de décision, d'avoir un salarié au moins qui représente voilà, l'entreprise, et puis un représentant des parties prenantes externes. Et donc, ça fait le lien peut-être juste avec l'intervention de France tout à l'heure, et voilà, et qui dira peut-être un mot d'une proposition de loi sur laquelle il a travaillé et que soutient le MOVES justement pour que les représentants de la nature soient représentés dans l'instance de décision. Voilà, du coup, ça fait le lien et on est très heureux aujourd'hui d'aborder ces questions de gouvernance partagée. Et du coup, je te laisse la parole, David, pour introduire. Super, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être avec nous pour parler un petit peu de gouvernance et peut-être commencer par clarifier certains trucs, parce que tu l'as dit, Paul, les, les, les conditions de gouvernance pour le statut ESUS, c'est pas très précis en fait, ce qui doit être fait, ce qui est considéré comme une gouvernance démocratique ou pas. Et déjà pour commencer, il y a vraiment deux sens au mot gouvernance. Un qui est plus anglo-saxon, qui est la corporate governance, donc qui est la partie vraiment statutaire, prise de décision, conseil d'administration. Et puis il y a la partie beaucoup plus générique, la gouvernance, c'est le gouvernail, c'est comment est-ce qu'on choisit d'orienter sa barque. Et comme un gouvernement, qu'est-ce qu'on a comme contrats sociaux pour avancer ensemble vers un but commun. Donc moi, je vais vous parler surtout de la partie, de cette seconde partie, de la partie, en fait, de l'articulation entre la culture d'entreprise et les règles de l'entreprise et qui prennent forme de manière très, très explicite et institutionnelle, en fait, dans des conseils d'administration, dans comment on prend les décisions, etc., dans les statuts, pour commencer, dans les statuts fondateurs
les structures, qu'elles soient commerciales ou pas. Et en fait, donc, je ne me suis pas présenté, pardon, je suis David Cana, donc administrateur du MOVES, enfin, membre du conseil d'administration. Je suis prof, j'ai été chercheur, je fais surtout de l'accompagnement justement de collectifs, de quelque forme que ce soit, qui cherchent à décider ensemble comment les membres veulent choisir ensemble comment ils et elles veulent travailler ensemble. Donc, ce qui est très important, et c'est là que ça rejoint une condition sous-jacente de l'ESUS, c'est que c'est choisi ensemble. Ce sont des gouvernances partagées. Faut bien, c'est très important que toutes les personnes concernées puissent avoir leur mot dans la constitution des règles d'exercice. Alors attendez, je clique là, c'est pas la même fenêtre. Voilà, ce qui est important, c'est de trouver une façon, trouver un code, trouver une charte. En fait, ça dépendra de la culture du collectif, le mot qui sera donné. Il y a des endroits où en fait dire loi ou règle, c'est vachement trop. Ça paraît beaucoup trop contraignant, donc on parle de charte. Et il y a cette espèce de boucle d'itération entre la culture qui dit comment on va faire des règles ou des chartes et la charte qui dit comment on va faire de la culture. Voilà. Et ça, c'est dynamique. Quand on fait un travail sur une gouvernance, en fait, c'est à un instant donné, on peut donner un cadre, mais ça va au cours du temps, au cours du remplacement des personnes aussi, puis tout simplement du changement de contexte opérationnel, il y aura des ajustements. C'est très important de garder cette plasticité pour adapter la gouvernance. C'est toujours un équilibre très, très subtil entre avoir suffisamment de rigidité pour pouvoir se tenir droit et pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Ça fait partie aussi, il y a ce concept de minimum viable bureaucratie qui avait été développé, c'est-à-dire vraiment avoir un exosquelette de choses assez stables, mais en même temps d'être hyper adaptif, réactif et de pouvoir évoluer. Et c'est des choses qui doivent se penser dès la rédaction des statuts. Dès la rédaction des statuts, on voit quel est l'exosquelette de choses absolument fondamentales. Il faut que les valeurs soient très très claires, que les objectifs soient très clairs, etc. Mais on laisse de la place à une évolution, soit une évolution organique sans changer les statuts, soit on laisse la place à certaines évolutions dans les statuts et éventuellement on en bloque d'autres. Je vais passer maintenant vraiment à la partie très... comment dire ? Alors, c'est pas philosophique parce qu'elle a eu son prix Nobel en économie, Elinor Ostrom, mais c'est vraiment le cadre conceptuel qui permet, d'une manière scientifique, à partir de données réelles collectées dans toute la géographie du monde et à plusieurs échelles historiques, de voir ce qui fait que certaines gouvernances permettent à des projets d'être pérennes, d'être robustes longtemps, et quand il manque certains aspects d'une gouvernance, en fait, elles partent la plupart du temps assez rapidement en vrille, enfin plus ou moins rapidement en vrille, et à la fin, elles terminent en fait avec un projet qui n'est plus opérationnel. C'est ce qui avait été évoqué dans les années 60 avec un gars qui avait fait un bouquin sur la tragédie des communs. C'est que de toute façon, si on a une forêt en commun, chacun va servir ses intérêts personnels et va couper tous les arbres. En fait, elle a montré que c'est faux, qu'il y a plein de collectifs. Donc, elle a travaillé sur les communs naturels. Et en fait, depuis qu'elle est décédée, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le fait que ça marche pour absolument tous les projets humains où il y a plus d'une personne. Pour tous les contrats sociaux qui permettent de fabriquer des trucs, de faire des choses ensemble, de vivre ensemble. Ça marche pour des copropriétés dans des immeubles. Enfin, voilà.
Elle a regardé qu'est-ce qu'il y avait qui fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait en commun dans les gouvernances qui tenaient plusieurs dizaines, centaines d'années pour gérer une forêt, gérer fishery, donc une ressource piscicole. Et elle a vu qu'il y avait 8 composantes, 8 principes de design de gouvernance. Qui, quand ils y sont, c'est super solide. Quand il y en a un qui manque, ça devient compliqué. Je les passe, mais alors à toute vitesse. Et dans le chat, je vous mettrai le lien vers ces slides pour que vous puissiez le revisiter. Je reviens en arrière juste. Elinor Ostrom, hein, c'est vraiment la base scientifique que moi j'ai trouvée la plus solide, très pertinent pour des boîtes ESUS et d'intérêt général d'une manière générale. Voilà, donc les 8 principes, ils sont là. Une identité partagée, claire et bien délimitée, ça paraît évident. Quasiment tout ce qu'elle a dit, ça paraît évident une fois que c'est écrit. Sauf que, très souvent, on n'a pas pris le temps de s'assurer qu'on avait effectivement des valeurs communes, qu'on était là pour la même chose, que quand on disait on parlait de la même chose, parce qu'il y a plein, notamment dans les associations, il y a plein de différents cercles d'engagement. Tous les membres n'ont pas les mêmes niveaux d'implication. Et quand est-ce qu'on fait partie de on, quand est-ce qu'on n'en fait pas partie, voilà. Toutes ces conversations-là sont hyper importantes. Donc je passe très vite. Hein. Identité partagée, claire et bien délimitée. La proportionnalité entre les bénéfices et les contributions, c'est hyper important. C'est la base de la justice organisationnelle. Si je vais faire tout le sale boulot ou que je vais mettre beaucoup plus de temps que d'autres qui font rien, et dans ces cas-là, ils sont les bienvenus à faire pas grand-chose. Par contre, il faut que moi, je reçoive en échange quelque chose qui soit à la proportion de ce que j'ai mis comme effort. Encore une fois, ça paraît une évidence. Prise de décision inclusive, bah ouais. Alors, il ne s'agit pas de prendre toutes les décisions ensemble, hein, c'est pas ça. D'une manière générale, tous ces modèles de gouvernance ne sont pas des modèles sans hiérarchie. Cognitivement, ce n'est pas possible d'être au courant de toutes les décisions qu'il y a dans une organisation. Sinon, on passe son temps à prendre des décisions et à essayer de comprendre les décisions et on ne fait plus rien d'opérationnel. Donc, il y a une granularité, il y a des décisions qu'on prend tout seul parce qu'elles ne concernent que nous. D'une manière générale, tout ce qui est sur le comment, on essaye de le mettre au maximum en bout de chaîne de décision, au plus proche du terrain, au plus proche de l'action. Après, il y a des décisions qui vont me concerner moi et les gens avec qui je travaille directement, notre petite équipe projet, machin. On les prend ensemble, on est autonome, on n'a pas besoin de demander à tout le monde. Par contre, c'est le niveau à partir duquel on commence éventuellement, et j'en parlais juste après dans le point 4, à documenter un petit peu ce qu'on prend comme décision, ce qu'on fait, pour que les autres soient au courant. Et qu'éventuellement, ils puissent interjecter, qu'ils puissent dire « Attends, je crois que là, c'est un petit peu limite ce que vous avez fait, c'est pas très aligné avec ça, ça coûte trop cher ou je sais pas quoi, ça va contre ce que je fais moi. » Donc après, on monte encore en termes d'impact des décisions sur le collectif. Et en gros, comme vous le comprenez, petit à petit, plus les décisions sont stratégiques et impactantes, plus on implique un cercle plus grand de stakeholders, de participants et participantes à cette décision. Avec par exemple des choses très pratiques, très souvent il y a des plafonds de budget où jusqu'à 500 €, on peut prendre la décision nous-mêmes ou notre équipe. Si c'est un peu plus, ça passe à l'échelle du dessus. Si c'est 100 000 €, ça passe en conseil d'administration. Voilà. Donc, vous comprenez l'idée. C'est pas on participe à toutes les décisions, c'est d'une manière ou d'une autre. On a une intelligence de la mise en commun de la décision. Il ne faut pas que ça prenne toute la place, mais par contre, il faut qu'on puisse participer. Et donc, le pendant de ça, comme on ne participe pas à tout, c'est d'avoir cette exigence de documenter
se comprend comme décision qui pourrait impacter les autres. Ça évite après de tout avoir à réexpliquer. Enfin, c'est aussi des histoires de... Si on s'intéresse à tout, on est saturé. Mais par contre, c'est important de pouvoir aller creuser dans les trucs, dans les verticales qui nous intéressent à un moment donné. Donc, il y a à la fois de documenter et en même temps, puisqu'on parle de gouvernance, on parle aussi des valeurs, ce n'est pas seulement opérationnel, il y a ce devoir de chaque membre, et parfois ça coince un peu là, d'assumer d'être gardien aussi du projet, des valeurs, des personnes. Et donc, il y a cette vigilance partagée. C'est à la fois de la transparence, mais c'est en même temps assumer son rôle de vigie. Voilà. Ce n'est pas de la surveillance des unes et des uns sur les autres, c'est d'assumer sa responsabilité de garant. Et quelque chose qui va bon, c'est pas force. Bref, je passe aux sanctions graduées. Ce qui est très important, en fait, dans le monde d'une manière générale, un des plus gros problèmes, c'est l'impunité. On est, pour plein de raisons qu'on ne va pas développer ici, il y a plein de mécanismes qui font que des gens peuvent faire des choses pas bien, qui ne sont pas en accord avec ce qui avait été décidé et qui n'ont aucune sanction, qui n'ont aucun... Il n'y a pas de contre-pouvoir pour les remettre à leur place. Si on va à l'essentiel, c'est ce talent extraordinaire qu'on doit tous et toutes développer, qui est d'apprendre à dire non. C'est très difficile. Et puis, socialement, super, j'ai un concert de klaxon. Je suis un petit peu perdu, c'est vraiment juste en dessous de moi. Apprendre à dire non. Bien évidemment, les contextes personnels font que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Dans vos gouvernances, mettez en place des dispositifs, et il y a plein de formes différentes. Le premier truc, c'est si on a un problème entre deux personnes, on en discute, on va prendre un café. Si ça ne suffit pas, on demande peut-être à chaque personne vient en discute avec quelqu'un d'autre, on fait une médiation à 3 ou à 4. Et puis si ça ne suffit pas, on passe au niveau hiérarchique du dessus pour éventuellement trancher. Et si vraiment ça pose des problèmes, on continue à monter. À la fin, ça se termine au CA, voire au tribunal. Mais l'idée, c'est un petit peu comme les prises de décision, c'est de la granularité qui permet en fait de régler un maximum de problèmes tout seul en autonomie et de ne solliciter, parce que c'est une externalité négative en fait de solliciter les autres. Ça leur prend du temps, ça leur prend de la bande passante. Donc de solliciter à l'échelle du dessus seulement quand on n'y arrive pas à notre échelle. Résolution juste rapide des conflits, ça va avec, c'est ce que je viens d'évoquer en fait en parlant des sanctions graduées, c'est voilà, avoir des protocoles qui soient indiscutables, en fait le moins discutable possible, puisqu'on en a discuté ensemble et qu'on s'est mis d'accord que c'était une bonne façon de faire pour résoudre les conflits. Les deux derniers, ils sont pas intérieurs à la boîte. C'est pour des contextes assez particuliers qui s'appliquent un peu moins, enfin surtout le dernier, le 7e, l'autonomie reconnue par les acteurs, c'est surtout pour des groupes qui gèrent des communs naturels et qui n'ont pas d'autonomie, qui sont soit contraints par un État qui les laisse pas gérer leur commun, soit contraints par typiquement des multinationales extractives qui vont aussi empiéter sur la capacité d'autonomie, par exemple, d'une communauté autonome au Brésil ou je ne sais pas où. Enfin, voilà. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est très vrai dans tout le monde des communs. Parfois, certaines entreprises, certaines structures de l'ESS peuvent avoir ce point-là qui demande une vigilance nécessaire. Il est bien évidemment, encore une fois, c'est du bon sens. Vous ne pourrez pas gérer votre structure si vous n'avez pas l'autonomie de le faire. Si vous ne pouvez pas, en anglais, elle parle de authority to self-govern, donc si vous ne pouvez pas vous gouverner vous-même, s'il y a des forces extérieures qui viennent vous gouverner contre votre gré.
Et enfin, et ça nous réunit avec le MOVES, et ce sera ma conclusion, en fait, on voit dans les collectifs qui fonctionnent pendant longtemps, qui sont interreliés avec d'autres collectifs qui fonctionnent aussi. Et en fait, la collaboration avec les autres groupes est quelque chose d'essentiel. Et bien évidemment, je pense au MOVES en disant ça. Le fait d'être en interréseau, et il y a une viralité par capillarité, en fait. Une fois qu'on commence à avoir une gouvernance saine comme ça, eh ben, on la diffuse assez naturellement, en fait, à ses fournisseurs, à ses clients, à ses investisseurs parfois, et c'est très puissant. Donc voilà, j'ai parlé un peu longtemps, excusez-moi. Il y a plus de détails sur ces 8 points dans les slides qui sont en ligne, mais que je ne vais pas détailler. Et je vous mets dans le chat mon contact si vous voulez en reparler, et puis le lien des slides. Merci, je pense qu'on prendra les questions après, je ne sais pas. Et on prendra les questions après. Et merci beaucoup, David. Et en tout cas, de toute façon, on enverra des éléments par mail. Donc, si tu as des choses à diffuser, pareil, enfin, voilà, on pourra envoyer des présentations dans le mail et vous aurez le lien avec le replay aussi de nos webinaires. Et voilà, qui sont sur nos profils pour vous dire qu'on a une chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez retrouver tous les contenus du MOVES. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, pour faire le lien entre ce qu'a dit David, et merci encore une fois, du coup, c'était très éclairant ces principes, et nous, on voulait essayer voilà, de faire un petit peu le lien entre, avec les pratiques de certaines entreprises. Et donc voilà, je ne sais pas si Ziad, tu veux commencer, ou voilà, ou Anne-Sophie. Et en tout cas, l'intérêt simplement, c'était qu'on ait une coopérative et une structure GCA solidaire qui n'est pas coopérative, pour que vous ayez des regards un petit peu différents. Merci Paul, merci David. Anne-Sophie, est-ce que tu veux démarrer? Eh ben, comme tu le souhaites, moi ça me va si tu démarres, mais sinon je Ok. peux démarrer. Eh ben, j'y vais. Ok. Oui, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Ziad Farhat, je travaille au sein de la coopérative Enercop Pays de la Loire. J'en ai longtemps été administrateur et puis j'en suis devenu salarié il y a 1 an et demi. Je viens vous parler de gouvernance partagée au sein du réseau Enercop. C'est un réseau de 13 coopératives, Enercop. Je vais vous parler, comme l'a dit David, à la fois de la partie plus structurelle, celle qui a un lien avec les statuts, et puis la manière dont elle est mise en œuvre aussi dans le quotidien. Faut avoir en tête que Enercop a été créé au début des années 2000 par des acteurs plutôt associatifs ou de la coopération, et donc dès le départ, la volonté était d'offrir un modèle alternatif à l'entreprise classique qui fait de l'énergie 100% renouvelable en contrat direct, voilà, vraiment dans une logique militante de l'électricité, de la fourniture d'électricité, et ce militantisme s'appliquait aussi à la manière dont on gère le pouvoir. Et donc, dès le départ, les coopératives Enercop sont toutes des SIC, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui vient forcément poser une exigence sur le partage du pouvoir. Nous sommes dans une coopérative, donc une personne égale une voix. Il y a une décorrélation de l'argent et du pouvoir. Vous pouvez avoir mis 10 000 € dans la coopérative ou 100 comme l'équivalent d'une part sociale. Vous aurez le même nombre de voix au moment de voter en assemblée générale. Donc ça, c'est déjà une première base assez forte du fait que voilà, il y a une volonté de répartir le pouvoir. Il y a aussi une organisation structurelle en collège des sociétaires. Enercop Pays de la Loire, c'est plus de 3500 sociétaires qui sont représentés par différents collèges. Un collège des consommateurs, un collège des partenaires, un collège des collectivités locales, un collège salarié, donc une représentation des salariés aussi dans l'instance politique de décision de la coopérative. Et c'est un endroit, le conseil d'administration, qui est mandaté par les sociétaires pour le représenter au quotidien. C'est un endroit de recherche de compromis très intéressant, puisque vous allez avoir au sein même d'un conseil d'administration des intérêts qui sont parfois divergents.
on se représente tous la volonté de soutenir un modèle d'électricité renouvelable, un modèle énergique alternatif, mais parfois, lorsque on a au sein d'un même conseil d'administration des consommateurs et des consommatrices qui sont représentés et qui vont chercher à faire cette mission en ayant un prix, par exemple, du kilowattheure, de la fourniture électrique qui soit le plus maîtrisé possible, mais qu'en face, on a des producteurs et des productrices qui peuvent être des collectivités, des collectifs citoyens, etc., qui doivent vendre leur électricité à un tarif qui leur permet de vivre convenablement. Ben, c'est ces recherches de compromis qui sont discutées et c'est la meilleure compréhension des contraintes de chaque personne, de chaque partie prenante de la coopérative qui est discutée. Alors, une fois qu'on a dit ça, juste préciser aussi qu'en plus du conseil d'administration, structurellement, on a mis en place des GT, des groupes de travail qui sont plus opérationnels, dans lesquels on retrouve des membres de l'équipe salariée et des membres de l'équipe politique, pour qu'il y ait des décisions qui soient au quotidien prises par ce double regard politique et technique. Et comme le disait David, eh ben, il y a une répartition des responsabilités qui se fait par exemple selon des niveaux d'investissement. Voilà, on a tous une capacité à investir au nom de la coopérative qui est plus ou moins forte depuis une personne qui est salariée jusqu'au conseil d'administration, voire l'assemblée générale si on est sur des décisions plus structurantes, quoi. Ça, si on l'a déterminé au fur et à mesure de la vie de la coopérative et des besoins, c'est ce que disait David sur l'espèce de clause de revoyure de la gouvernance. Comment est-ce qu'on fait pour à un moment avoir la bonne souplesse pour ne pas avoir à discuter en conseil d'administration d'un investissement de 1 000 €, par exemple. Vous l'aurez compris, c'est une gouvernance qui est exigeante dans la manière dont on conduit les décisions. Et Enercop s'est confronté justement à cette difficulté à réussir à prendre des décisions, à réussir à mettre à distance les problématiques d'ego, de comment est-ce qu'on fait pour que l'intérêt général soit préservé. Et ça fait maintenant une petite vingtaine d'années qu'Enercop a expérimenté des outils avec une structure qui s'appelle l'Université du Nou, qui travaille vraiment à la structuration, à l'accompagnement de collectifs dans leur capacité à mettre en place une gouvernance partagée et à prendre des décisions ensemble. On a expérimenté différents outils qui sont aujourd'hui des outils qui sont, je dirais, incontournables dans la manière dont on fait notre travail. Je vais en citer 2 qu'on utilise pas mal, qui est l'élection sans candidat, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, on a des postes à responsabilité qu'on doit élire, et ben on propose pas à des personnes de se porter candidate. On décline la fiche de responsabilité qu'on va attendre de la personne, quel profil on va aller chercher pour pouvoir remplir au mieux cette mission qui est attendue sur un poste, par exemple, de présidente ou de président de la coopérative d'Enercop Pays de la Loire. Et ensuite, on va demander aux personnes qui sont habilitées, là en l'occurrence le conseil d'administration, d'aller exprimer sa voix sur la personne qui à ses yeux, représente le mieux cette capacité à tenir cette responsabilité. Et ça permet en fait de venir un petit peu lisser cette question des égos et de mettre parfois en avant des personnes qui elles-mêmes ne se représentaient pas en capacité de représenter ce rôle-là, mais qui aux yeux des autres peut tout à fait l'assurer. Et ça permet d'aller chercher parfois des personnes qui ne se seraient pas présentées spontanément, de pouvoir devenir présidente ou président de la coopérative et d'assurer ce mandat-là. On utilise aussi ce qu'on appelle la gestion par consentement, qui est une forme de prise de décision dans laquelle on essaye de faire en sorte que tout le monde n'ait pas à dire oui, mais que personne n'ait à dire non, en fait. Et que l'idée, c'est que chaque personne puisse vivre avec la décision qui a été prise collectivement, en sachant qu'évidemment, il y a des mécanismes de contre-pouvoir avec la possibilité d'émettre ce qu'on appelle des objections raisonnables, et charge à nous de déterminer ce qui relève de l'objection raisonnable ou pas selon les décisions. Je voulais vous préciser que c'est des outils qui sont très opérants, puisque toutes les présidentes et présidents de la coopérative Enercop Pays de la Loire depuis 2018 ont été élus grâce à l'élection sans candidat, et ça représente 5 personnes. On a une rotation toutes les 2 ans à peu près. Autre outil qu'on a mis en place en interne au sein du réseau Enercop, c'est ce qu'on appelle le JAF, le Jardin d'animation et de facilitation. C'est 5 personnes issues du réseau à qui on laisse un bout de leur temps plein dédié à la formation et à la capacité à accompagner les collectifs du réseau à prendre des décisions. Donc c'est 4-5 personnes qui font une petite équipe d'animation qui est internalisée et qui, en fonction de décisions qui peuvent être plus ou moins difficiles, peuvent venir soutenir
l'organe qui a à prendre cette décision, qui peut faire rôle aussi de médiation, comme l'évoquait David, lorsqu'il y a des situations difficiles. Donc on a aussi cet outil sur lequel on s'appuie. Si je descends dans une logique, j'espère que j'ai encore un peu de temps, vous me dites hein, s'il faut que je m'arrête. Si je descends dans une logique plus opérationnelle au sein de l'équipe salariée, comment est-ce que la gouvernance partagée, elle se traduit? Eh bien, nous, on est passé il y a 1 an et demi, on est passé de 6 personnes à 14. Donc là, ça fait un changement assez fondamental de la structure qui implique que justement, on ait une clarification des instances de décision, des responsabilités de chacun, de ce qu'on appelle les redevabilités, c'est-à-dire ce que chaque personne et chaque groupe, chaque équipe au sein de la coopérative doit à la structure Enercoop Pays de la Loire. Et donc, on a fait un travail justement pour identifier ce qu'on appelle les responsabilités et redevabilités de chaque salarié, mais aussi de chaque équipe. On a mis en place ce qu'on appelle la passerelle, qui a eu vocation à répondre au point qu'évoquait David de collaboration intergroupe, dans le sens où au sein même de la coopérative, on avait besoin d'avoir une représentation des différentes équipes pour pouvoir dialoguer sur des questions qui sont plus transversales, qui ne se travaillent pas à l'échelle juste d'un métier, parce qu'on a différents métiers au sein de la coopérative. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette instance, on a souhaité que ce soit aussi un lieu d'apprentissage du pilotage économique, stratégique de la structure. Donc, ce ne sont pas les personnes les plus expérimentées ou les plus en responsabilité, ce sont des personnes qui sont élues sans candidat pour un temps donné, 1 an renouvelable 1 an, pour représenter son équipe au sein de la coopérative. Ce que je voulais dire, et là où c'est pas forcément évident, et là je rebondis sur ce que disait David, c'est que lorsqu'on a des changements qui sont la vie de toute organisation, que ce soit des changements de conseil d'administration ou de l'arrivée de nouveaux salariés, il y a vraiment un enjeu très fort, notamment lorsqu'on pratique la gouvernance partagée, qui n'est pas du tout un mode de fonctionnement classique. C'est bien de réussir à faire commun, de maintenir cette identité partagée, et ça nécessite un accompagnement spécifique sur ces sujets. On n'est pas sur de la technique, mais on est vraiment sur de l'accompagnement à intégrer ce qu'est la gouvernance partagée et comment elle se met en musique dans la coopérative. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que ce qui est rassurant lorsqu'on a une hiérarchie très forte dans une organisation, par exemple militaire, c'est qu'en fait, les responsabilités sont clarifiées. Donc, on sait à quel endroit, en fait, on peut se taire et à quel endroit, en général, on peut ne pas se taire et avoir un rôle dans la décision. Dans la gouvernance partagée, l'un des biais, c'est très difficile par moment de savoir où se prend la décision et qui a la responsabilité. Et donc, ce qui est important, c'est de réussir à mettre en lumière ce qu'évoquait aussi David, c'est-à-dire dans la prise de décision inclusive, ce qui relève d'un travail collectif, ce qui relève de mes propres responsabilités et ce qui relève de responsabilités collectives ou individuelles dans la prise de décision qui ne m'appartiennent pas. Parce qu'en fait, l'un des biais de la gouvernance partagée ou de la gouvernance horizontale, c'est d'insécuriser les personnes, de plus savoir où se prend la décision, et donc en fait de rester dans un flou qui est inconfortable. Donc il faut réussir à trouver un équilibre intéressant entre verticalité, c'est-à-dire des prises de décision dans lesquelles moi je participe pas forcément, et horizontalité, c'est-à-dire des endroits où on peut prendre la décision collectivement et je sais que j'y ai ma place. Et cette verticalité, elle s'applique aussi à soi. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai des responsabilités et je sais que je peux les prendre sans qu'on vienne me dire là, tu as travaillé pas en autonomie, mais en autarcie pour le coup, alors que c'est un travail qui aurait dû être collectif, une décision collective. Et les endroits où non, justement, je sais que cette décision-là, elle mérite d'être discutée avec 2 personnes, c'est-à-dire ma collègue et moi, ou alors avec tous les membres de l'équipe, ou alors avec les représentants de ces équipes. Et là, c'est plutôt la passerelle, par exemple, qui est le lieu adapté. Donc, vous voyez, ça, c'est assez organique. Et donc, forcément, ça implique du dialogue, des clauses de revoyure et des échanges au sein de la coopérative. Voilà ce que je pouvais en dire et je suis tout à fait disposé à répondre à vos éventuelles questions pour clarifier le propos. Merci Ziad. Vas-y Anne-Sophie. Et moi je prends la suite, ça va être intéressant d'illustrer justement avec une structure qui est un peu différente. Donc moi je suis coprésidente du MOVES, mais j'ai aussi une structure d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Gestia Solidaire. On est une structure société commerciale, donc une SAS.
Et c'est peut-être c'est la différence avec le statut coopératif. Nous, on est vraiment issus de ces structures ESUS de fait qui rentrent dans les structures d'économie sociale et solidaire, mais par choix en prenant l'agrément ESUS et en mettant en place justement de manière statutaire un mode de gouvernance participative. Donc nous, ce qu'on a fait avec Gestia Solidaire, c'est justement de pouvoir trouver un mode de gouvernance qui s'adapte à déjà notre secteur d'activité, ce qu'on fait, et que ça soit en cohérence aussi avec le cheminement, les missions qu'on met en place et la mission globale de favoriser l'accès au logement pour tous. Donc nous, on a un modèle beaucoup, je pense, plus simple et moins abouti que Enercop, qui est plutôt que on a nous mis en place un système de comité au sein de notre gouvernance. On est une structure commerciale qui a en fait un conseil d'administration avec des personnes qui ont financé l'entreprise au démarrage. Donc, moi, avec mon temps et des ressources, mais il y a aussi eu des investisseurs quand on a levé des fonds qui sont rentrés au capital de l'entreprise. Et pour équilibrer la gouvernance et faire en sorte que, quoi qu'il arrive, que moi, je continue dans l'entreprise ou même que à un moment, les actionnaires veuillent changer la mission, qu'on puisse contrebalancer en fait les décisions stratégiques via des comités. Donc nous, on a mis en place en fait toutes les parties prenantes, qu'elles soient intégrées dans les décisions stratégiques. Donc c'est les grandes directions et les grandes orientations qu'on prend avec Gestia Solidaire chaque année. Et quand on fait le bilan, clôture des comptes, comment on a utilisé justement les ressources qu'on a, le chiffre d'affaires qu'on a encaissé, comment il a été réintroduit dans la mission, puisque en tant que structure ESUS, on doit réinjecter une grosse partie des bénéfices si on en a, et justifier justement que plus de 66% des charges, elles correspondent bien à la mission de l'entreprise. Donc nous, on a un comité en fait de nos locataires. On a aussi un comité de nos propriétaires qui sont les clients qui nous confient des biens en gestion pour louer justement à des personnes qui ont plus de difficultés à se loger. Et on a aussi un comité quand on lance des projets sur un territoire avec les parties prenantes plus institutionnelles qui peuvent être la collectivité, la municipalité, par exemple un service d'État ou pas qui va aider les profils bénéficiaires qu'on accompagne, ou même encore des associations locales qui utiliseraient nos logements pour les sous-louer à leurs bénéficiaires et avoir un impact encore plus fort sur le territoire pour l'accès au logement. Et en fait, tous ces comités, ils ont un sens parce qu'ils vont nous permettre de contrebalancer justement le seul pouvoir décisionnel qu'il y a normalement sur une structure purement commerciale où généralement c'est la direction, les personnes qui ont mis de l'argent quand on a levé des fonds, qui prennent les grandes décisions stratégiques. Là, on va avoir justement un droit de regard qui va plus loin que la consultation parce qu'ils ont aussi un droit de vote sur les instances de gouvernance de la direction. Et justement, moi, mon statut de présidente, quand il est réévalué tous les 5 ans, je soumets au comité pour qu'ils donnent leur avis, et ils ont vraiment un droit de vote. Si, on a mis dans les statuts, je l'ai plus en tête, mais en gros, on a rédigé de manière à ce que si on a plusieurs comités qui s'opposent au fait que je poursuis la direction, ou même s'il y a une personne qui se présenterait à ma place dans la direction ou autre, ils pourraient donner leur accord pour que justement, pour le bien et l'intérêt commun dans la mission qu'on mène, mon poste, mon rôle puisse être destitué, et que justement
la direction soit menée par une personne qui représente plus les intérêts de l'entreprise. Et ça a vraiment été construit comme ça pour se dire que, en fait, la structure, en tout cas moi telle que je la vois et que je l'ai créée en tant que structure ESUS, elle soit pas rattachée à ma personne, moi, Anne-Sophie Thomas, parce que j'ai créé l'entreprise. Mais non, en fait, ce qu'on défend, c'est l'intérêt collectif. On mène une mission collective et du coup, je ne peux pas être seule à décider de tous les enjeux stratégiques. Je dois prendre en compte les besoins de mes clients, les besoins de mes bénéficiaires, les besoins de la collectivité par rapport aux axes que je développe. Et au-delà de ça, dans la stratégie pour nourrir la mission, en fait, ces personnes, elles ont une obligation de se réunir au moins 2 fois par an, chaque comité, pour donner des avis sur la stratégie qui est menée par la direction et pour aussi améliorer les orientations ou soumettre des idées. Et ça, c'est aussi ce qui a été évoqué avec Enercop et juste avant par David, de dire que pour nourrir cette gouvernance participative, il faut aussi impliquer les parties prenantes. Et nous, c'est comme ça qu'on a essayé de le construire. Et par contre, c'est justement ces comités, par exemple, là, on a, je l'ai pas dit, mais dans l'historique, on a le comité, le premier qui s'est créé, c'est celui des salariés, qui était le premier comité qu'on avait mis en place parce que comme on crée de zéro l'entreprise, l'idée c'était que les premières parties prenantes qui sont les forces vives, les salariés qui m'ont suivi au démarrage, c'était que ce soit eux qui construisent avec moi le modèle. Après, il y a eu le comité des locataires dès qu'on a eu les premiers locataires. Cette année, on fait le comité des propriétaires parce qu'on commence à avoir un nombre important et on pense que c'est intéressant qu'ils participent pour massifier le modèle. Et après, il y a le comité quand on monte un projet spécifique localement avec les institutionnels. Donc, en tout cas, moi, le retour d'expérience que j'ai, c'est que ça a mis du temps effectivement à créer un type de gouvernance participative parfait. Et il y a eu aussi une réalité que j'ai envie de partager aussi et qui pourra peut-être amener à des questionnements. Mais en tout cas, nous, quand on a créé la gouvernance participative, l'un des sujets, c'était aussi de se dire on rejoint une entreprise en tant que salarié déjà avec une mission et nous, ça a été beaucoup remonté justement dans notre comité des salariés de dire que ils sont déjà engagés dans la mission au quotidien de l'entreprise où ils sont en lien direct avec les bénéficiaires. C'est dur déjà des fois parce qu'il y a des situations de vie compliquées, on a envie d'aider des gens mais des fois on peut pas. Il y avait une réalité aussi que sur la gouvernance participative, le fait de devoir se réunir, avoir une vision un peu stratégique des enjeux, les faire remonter à la direction, des fois ça peut être lourd et du coup il faut trouver la façon d'arriver à mettre en place une gouvernance participative qui s'adapte aussi au modèle et qui soit pertinente et qui soit pas après par la suite bloquante parce que nous on avait vu que dans le démarrage d'une jeune entreprise des fois on se disait on va mettre en place ça, donc on se répartissait de manière à ce que effectivement il n'y ait pas qu'une personne qui ait la charge de la stratégie. Et pour moi, c'est aussi ça qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que c'est pas moi seule qui vais porter tout le modèle, je vais pouvoir être aidée et prendre les retours de tout le monde. Mais il faut pas que ça se transforme en quelque chose qui devient une usine à gaz et qui finalement est pénalisant parce que dans peut-être le mode, la procédure de prise de décision, si on est si on l'a mal mise en œuvre, finalement rien n'avance. Et pour le salarié, en fait, à la fin, nous, ce qu'il nous disait, c'était que même si on est dans cette gouvernance participative, il ne pouvait pas décider à notre place. Donc, il faut trouver souvent dans cette gouvernance participative le bon mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment pour moi interne à la structure. Et ça évolue dans le temps. Et nous, on essaye de le perfectionner au fur et à mesure des apprentissages qu'on fait et on est très preneur et c'est ça qui est bien avec le MOVES, de pouvoir aussi s'inspirer entre nous. Enercop, c'est un modèle qui est beaucoup plus poussé parce que c'est aussi une structure coopérative. Donc voilà, c'est aussi s'inspirer de ces modèles-là pour les faire rentrer dans les structures commerciales. Donc
voilà comment je pouvais témoigner, moi, de notre modèle de gouvernance et ravie d'échanger si vous avez des questions. Eh ben, merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ce témoignage. Et du coup, pour terminer, je laisse juste la parole à Franz. Si tu peux nous dire un mot justement de ton rôle d'administrateur de Nature, pardon, au sein de l'entreprise Norcis. Oui, bonjour Paul, tu m'entends bien? Ouais, super. Ok. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations partagées, donc je vais faire simple parce que les gens ont faim et sont peut-être commencent un peu à saturer. J'aimerais faire simple autour d'une question qui tient en 3 lettres, qui est qui? De qui on parle quand on parle de gouvernance démocratique, ou de qui on parle quand Anne-Sophie parle de partie prenante ou de démocratie participative? C'est une question fondamentale qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'a pas de réponse simple. En tout cas, moi j'ai appréhendé cette question en disant, mais dans le qui, quel que soit l'ouvrage ou le rapport qu'on ouvre, il est question de beaucoup de parties prenantes, mais jamais d'une partie prenante qu'on appelle la nature. Et c'est bien problématique parce que, au fond, aucune de nos entreprises, aucune de vos entreprises ne pourrait fonctionner sans tout un tas de services que rend la nature. La nature est une contributrice, un contributeur, au même titre qu'un salarié, au même titre qu'un investisseur. Et j'ai donc décidé de changer la donne en la matière, étant entendu qu'en fait, il n'existait rien avant que je commence mes travaux en France, ni même à l'étranger. Donc, j'ai dû inventer des nouveaux modèles de gouvernance que j'ai donc mis en application dans une entreprise de 700 salariés qui s'appelle Norcis et qui a donné lieu à une proposition de loi soutient le MOVES et qui a été d'ailleurs publiée à l'Assemblée nationale hier. Alors, de quoi s'agit-il très exactement ? Je vous ai promis de faire simple. Eh bien, c'est une gouvernance nature qui fonctionne en 3 volets. 3 volets pour avoir 3 façons de représenter la nature dans votre gouvernance, si vous le souhaitez. La première façon, c'est d'abord d'utiliser ce qui existe déjà. Il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Il existe déjà, en tout cas dans vos structures, si elles sont d'une certaine taille, des CSE, c'est-à-dire des représentants du personnel, et ces représentants du personnel disposent de prérogatives pour discuter, pour négocier sur les questions écologiques. Ce n'a jamais été le cas historiquement, mais c'est le cas depuis la loi de 2021. Donc, vous pouvez tout d'abord utiliser les représentants du personnel pour commencer à donner voix à la nature. Deuxième volet de la proposition de loi, mais aussi de ce qu'on fait chez Norcis, je le répète, c'est pas de la théorie, c'est aussi de la pratique, c'est de représenter la nature au conseil d'administration. Chose qui se fait d'ailleurs pas seulement chez Norcis, mais dans plusieurs entreprises à l'étranger et qui se fait aussi, figurez-vous, dans une entreprise du CAC 40 en France. Donc c'est du sérieux. Donc l'idée est ici de nommer un administrateur et idéalement plutôt 2. En tout cas, la proposition de loi qu'on a formulée, c'est 2 administrateurs qui représentent la nature, donc au board. Pourquoi 2 personnes? Parce qu'en fait, la nature, c'est compliqué. La nature, c'est à la fois les forêts, les rivières, le réchauffement, mais c'est aussi le ver de terre, le poireau, les étoiles filantes. Bref, dire nature, c'est dire univers, c'est très compliqué, c'est beaucoup de science, et donc avoir 2 personnes me semble être le minima pour dignement essayer d'expliquer et de donner voix à la nature au board. Et puis le 3e et dernier volet, celui qui, je crois, m'excite le plus, si vous me permettez l'expression, c'est l'idée que la nature soit actionnaire. Et oui, parce qu'en fait, on a beau donner voix à la nature ici ou là, au fond, si on continue de considérer la nature comme une ressource, comme une marchandise qu'on peut exploiter à l'infini, eh bien, au fond, on aura beau lui donner voix, on aura beau l'entendre et l'écouter pleurer, ça ne changera pas fondamentalement la donne. Et donc, ce que j'ai inventé, pour ainsi dire, et mis en place chez Norcis notamment, et désormais dans le cadre d'une fondation d'intérêt général, c'est l'idée de nature actionnaire, c'est-à-dire qu'on dédie une partie du capital pour que la nature soit pas seulement une partie prenante qui vient quémander un petit peu, mais une partie prenante centrale, c'est l'actionnaire qui a le pouvoir
ultime, le pouvoir souverain, dit-on, dans l'entreprise, en tout cas dans une entreprise de type SA ou SAS. Et donc, il fallait positionner la nature à ce niveau-là. Et donc, c'est aussi des choses qui se font. Et la bonne nouvelle, c'est que on a parlé tout à l'heure de parties prenantes. Qui faut-il écouter? Et fondamentalement, en entreprise, on peut virer, si vous me permettez à nouveau l'expression, toutes les parties prenantes, mais il y a une partie prenante qu'on ne peut pas virer, c'est l'actionnaire. Raison pour laquelle il me tient à cœur de positionner la nature au niveau de l'actionnariat. Et j'arrête là parce que vous avez déjà entendu beaucoup de choses et ça laissera de la place et du temps aux questions. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, France. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ziad, je vois que tu levais la main. Tu peux, si tu veux intervenir, vas-y. Je cherchais à réagir, donc il y a une petite confusion avec le logiciel Zoom qui fait, qui fait Ah, les deux au même endroit, mais simplement pour dire que ça, en tout cas, que ça incite à la réflexion pour aller un petit peu plus loin. Ouais. bah, tout à fait, et peut-être redire ce que évoquait France, mais que effectivement le MOVES soutient une proposition de loi qui a été déposée hier à l'Assemblée nationale, qu'on a relayée sur LinkedIn, voilà, qui est portée par un député qui s'appelle Charles Fournier. Donc on vous enverra aussi le lien si ça vous intéresse. Elle concerne plutôt les grandes entreprises, les entreprises de plus de 1000 salariés. Mais nous, au MOVES, bah, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu donner la parole à France aussi. On essaie de promouvoir ces pratiques, y compris dans les entreprises plus petites. On pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cette expérimentation chez Norcis. Et voilà, et donc François, parce que tu as parlé de la proposition de loi, mais tu as été nommé récemment, c'est ça, et ça se passe bien du coup au quotidien. Oui, oui, pardon, je voulais être très court, mais effectivement, je suis l'administrateur qui représente la nature au conseil d'administration de Norcis et qui représente du coup le capital, c'est-à-dire 10% du capital de la boîte. Évidemment, c'est presque une mauvaise pratique au regard de ce que je viens de dire, puisque j'ai dit il faut minimum 2 administrateurs. Mais ça, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Donc, ce qu'on a fait chez Norcis, c'est qu'à défaut d'avoir 2 administrateurs, en fait, je ne prends aucune décision personnellement. C'est-à-dire, je ne vais pas au conseil d'administration avec mes opinions, mon humeur du jour sur les questions écologiques. Je m'appuie sur un conseil scientifique, un comité qui a été évoqué par Ziad, je crois, ou Anne-Sophie, j'ai oublié. Et donc, c'est les délibérations du comité scientifique que je vais ensuite porter au conseil d'administration, et ce n'est pas juste moi avec mon opinion ou mon humeur. Voilà, mais peut-être que juste redire que cette idée-là, c'est plutôt de donner la parole, on va dire aussi beaucoup à des personnes morales, par exemple, qui représentent les intérêts de la nature, par exemple, un parc naturel, ou enfin voilà, en tout cas, en fonction de l'activité d'entreprise. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on porte au MOVES, en tout cas, de donner d'intégrer des parties prenantes externes, et c'est ce qu'a dit Anne-Sophie, ce qu'a dit Ziane, c'est important, voilà, des parties prenantes d'entreprise qui soient externes, qui ne soient pas salariés. Et voilà. C'est un point important en attendant que des mains se lèvent, c'est qu'effectivement, nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec le Stockholm Resilience Center, pour nous assurer qu'en fait, la parole de la nature, à nouveau, soit pas une parole trop individualisée, mais bien une parole de science. Parce que la nature ne parle pas toute seule, la nature ne vote pas jusqu'à preuve du contraire, et donc c'est la science qui lui donne une traduction, et nous, on s'appuie sur la science. Voilà, une main est enfin levée, je rends le micro. Oui, bonjour. En fait, le sujet me passionne beaucoup. Du coup, merci beaucoup pour vos interventions. Et j'avais quelques questions par rapport. Alors, la première, c'est par rapport à Gestia Solidaire. Comment, Anne-Sophie, vous avez décrit le modèle de gestion de votre entreprise? Ça m'a rappelé, mais je ne suis pas du tout experte, le modèle Steward Ownership. Et du coup, j'aimerais poser la question, est-ce que l'agrément ESUS il prévoit ça, il ne me semblait pas, ou juste c'est, on va dire, un truc en plus que Gestia Solidaire a voulu implémenter. Ça, c'est concernant Gestia. Et après, j'avais des questions par rapport à Enercop aussi. La gouvernance partagée accompagnée par l'Université du Nou, est-ce que c'est implémenté qu'au sein d'Enercop Pays de la Loire ou aussi aux autres coopératives régionales? Et est-ce que les processus ils sont formalisés de façon écrite quelque part ou c'est vraiment organique et sans, on va dire,
sans trop de formalisation, qui est gérée la gouvernance. Et juste, est-ce que vous utilisez aussi la sollicitation d'avis comme prise de décision? Voilà. Merci. Et pour démarrer, oui, en fait, après c'était une volonté moi pour d'avoir justement une gouvernance participative parce que je suis assez convaincue que seul, en tout cas, si on va avoir une mission d'intérêt général, social, avec de l'utilité sociale, c'est un peu difficile d'être seul et de décider que on s'attribue cette mission et qu'on décide de tout. Il faut coopérer. On peut pas répondre à des problématiques systémiques seul. Donc c'était une volonté, mais je me suis appuyée justement sur la loi ESS de 2014 où effectivement pour être structure ESUS, il faut mettre en place une gouvernance participative. C'est pas défini le mode. Enfin, on n'a pas de limite ou même on fait ce qu'on veut. Et il faut juste arriver à justifier effectivement qu'on a mis en place une gouvernance participative. Donc moi, je me suis inspirée de éthique où je travaillais avant, où justement on avait ce modèle de comité. Et moi, en tant que salarié, j'avais trouvé ça hyper pertinent. Et j'ai essayé de l'adapter moi à mon modèle en disant je vais pas travailler, enfin, c'est pas que les salariés, il faut aussi que j'ai mes bénéficiaires, mes clients et toute partie prenante qui est intéressante. Plus tard, peut-être qu'on aurait aussi les fournisseurs, par exemple les promoteurs avec qui on travaille. Enfin voilà, de trouver le mode de fonctionnement avec ces comités. Moi, c'est comme ça que j'ai imaginé la gouvernance participative, mais il y a en fait une infinité de possibilités. Ça dépend, c'est au choix de l'entrepreneur, quoi. Oui. Merci. Merci Anne-Sophie, puis je prends le relais pour vous répondre. Effectivement, la gouvernance, qu'elle soit la gouvernance de structure, elle est inscrite dans nos statuts, conseil d'administration, les collèges, la pondération des voix. Donc demain, si on veut inscrire la nature dans nos statuts, dans notre conseil d'administration, il faudra qu'on revoie les statuts, et c'est ça qui est intéressant aussi. Ça vient aussi un petit peu sanctuariser. Ça rend la chose un peu plus difficile à bouger, mais ça vient sanctuariser un mode de fonctionnement. Dans le réseau Enercop, ce ne sont que des coopératives. On a une grande culture du partage, on travaille tous les jours en réseau, mais ça n'empêche qu'il y a une indépendance politique de chacune des coopératives. Donc la manière dont est mise en œuvre la gouvernance partagée, elle est riche et variée finalement selon les coopératives, leurs problématiques, leurs parties prenantes autour d'elles, etc. Donc on a un partage très fréquent de comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que nos statuts sont révisés, etc. Les outils que j'ai évoqués, comme l'élection sans candidat, la gestion par consentement, on les a inscrits aussi dans nos statuts comme des outils par lesquels on souhaite passer la majeure partie du temps. Évidemment, lorsqu'on est sur des décisions assez légères, on ne va pas faire une gestion par consentement pour tout. Quant au dernier point que vous évoquiez, il me semble, sur la sollicitation d'avis, je vois que je suis allé jeter vite fait un coup d'œil, mais je pense que ça peut être un outil très intéressant qu'on peut utiliser de manière plus régulière pour formaliser la manière dont on va solliciter les avis, notamment de nos différentes équipes. Ça peut être intéressant, et merci de l'avoir évoqué, d'incrémenter un outil comme ça dans la manière dont on prend les décisions. Moi, en tout cas, j'aimerais souligner que ce qu'a évoqué Franz m'interpelle aussi dans le sens où ça nous est arrivé lorsqu'on était en réunion d'avoir des collègues de l'équipe production, donc qui met en place des centrales photovoltaïques au sol, de nous dire bon voilà, on a un projet qui est mis en difficulté, son caractère productible est mis en difficulté par la présence d'un seul arbre qu'il faudrait probablement couper pour que la centrale soit plus productive. Et ça a créé des débats au sein de la structure parce qu'on était dans l'incapacité en fait de dire si c'était un arbre sentinelle qui était indispensable pour la biodiversité sur le lieu, et que donc du coup en fait pour pouvoir produire des électrons on allait porter atteinte à la biodiversité du site. Et c'est là où comme le disait Franz, d'avoir recours à des tiers qui viennent objectiver la question est vraiment important, d'aller chercher une structure qui a la capacité de nous expliciter concrètement les enjeux pour ne pas rester sur ses propres sensibilités.
voilà, une sensibilité versus une autre, c'est difficile d'en faire une hiérarchie en fait, et que par contre d'avoir des éléments objectifs, c'est indispensable pour prendre la décision. Merci. Comme tu dis, la nature est très politique, hein, c'est Bruno Latour qui le disait d'ailleurs, et effectivement, ça peut vite devenir un sujet de tension dans les gouvernances, et c'est aussi l'un des enjeux, en fait, c'est de dire, on va essayer de structurer ces questions écologiques dans la gouvernance et pas les mettre en pâture aux ressentis, aux opinions qui ont leur valeur, mais il faut aussi à un moment structurer un processus autour de ça, et c'est un vrai enjeu, et surtout dans votre univers engagé, parce que vous avez des salariés ou des collaborateurs engagés, la question écologique est forcément présente à chaque coin de rue, quoi. Merci pour vos réponses. Je vous propose d'arrêter, on s'était dit jusqu'à 13h, mais si ça vous va, il y avait une question pour toi, Anne-Sophie, dans le chat de Xavier. Voilà, mais je ne sais pas si tu voulais répondre là, sinon vous pouvez échanger dehors. Je sais que certains ont des contraintes à 13h, et donc voilà, c'est pour ça que je voulais proposer de... Je peux répondre rapidement. Pour Xavier, est-ce que c'est difficile de trouver des actionnaires investisseurs? Non. En tout cas, nous, au stade quand on a levé des fonds, c'était sur le modèle d'innovation sociale, se dire qu'on changeait le mode de fonctionnement d'une entreprise immobilière plutôt de location, en changeant le paradigme de l'investissement locatif pour le rendre plus responsable, et en changeant la manière dont on choisit nos bénéficiaires qui ont plus de difficultés en n'utilisant pas des garanties usuelles. Et justement, moi, j'ai levé des fonds, en tout cas, à un moment où j'étais en création. Donc, il n'y avait pas encore de modèle créé. C'était plutôt moi, ma vision, le mode de fonctionnement de l'organisation que je voulais créer. Et du coup, ce qu'on appelle une levée en seed, donc avant d'avoir commercialisé vraiment. Du coup, on a plus de chances de trouver justement des investisseurs. Et moi, mes investisseurs, c'est pas un fonds, ce sont des personnes individuelles qui ont envie justement d'avoir une action directe sur le logement via un entrepreneur, et en investissant au capital de cette structure et en se disant, j'investis à cet instant pour permettre à l'entrepreneur de développer son innovation sociale. Je m'attends pas à un retour sur investissement. Et justement, c'était déjà très clair quand ils sont rentrés. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de structures. ESUS, en tout cas, nous, c'est le cas. On a une rentabilité limitée, mais c'est même qu'au-delà de ça, atteindre la rentabilité sur des modèles d'innovation sociale, ça prend déjà du temps. Donc, ils savent qu'ils n'auront pas un retour sur investissement à 5 ans et qu'ils ne vont pas sortir. Ils s'engagent sur une longue durée et être plutôt en soutien et moteur, en conseil et en donnant de l'argent au démarrage pour accélérer les choses, notamment la commercialisation. Mais ça n'a pas été dur et ça n'a pas été un sujet du tout. Et même dans le pacte d'associés, on négocie aussi beaucoup plus de choses où ils ont pas, il y a des décisions qu'ils peuvent pas prendre justement pour protéger l'intérêt de l'entreprise, et tout ce qui serait contraire à la mission, ils pourraient pas décider par eux-mêmes, et puis jamais ils seraient non plus majoritaires, de manière à ne pas contrôler l'entreprise. Donc c'est tout ça qu'on a défini, et ça n'a pas été un sujet en tout cas pour nous. Merci beaucoup. Je vous propose d'en arrêter là après cette réponse d'Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie, David, Ziad et Franz pour vos interventions. Et puis voilà, juste vous dire que vous retrouverez le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube, et vous recevrez un mail un peu récapitulatif, et donc peut-être avec des éléments des uns et des autres pour approfondir des sujets qui ont été abordés. Merci, et puis je vous dis à bientôt, et vous serez informés de nos prochains webinaires. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.